السلام عليكم. رمضان كريم، الصحة والعافية إن شاء الله. باش ما تمنيتو. Très content de vous revoir dans le cadre de ces cours à distance. On va faire une toute petite récapitulation par rapport à ce qu'on a vu la semaine précédente. On a étudié la période d'essai, on a étudié la suspension du contrat, c'est-à-dire la cessation provisoire du contrat. On a mis l'accent sur un volet qui intéresse beaucoup les femmes salariées, c'est le volet de la maternité, le congé de maternité. Aujourd'hui, on va continuer dans le cadre de cette suspension provisoire, sachant qu'il y a plusieurs situations où on peut suspendre provisoirement, on peut cesser provisoirement le contrat. Bien sûr, quand cela est dû aux salariés. Il y a par exemple le service militaire, l'appel sous le drapeau en cas de guerre, il y a l'absence des athlètes, l'absence des délégués du personnel et les représentants syndicaux, et on a la grève. La grève, bien sûr, on n'a pas, jusqu'à présent, on n'a pas une loi qui réglemente la grève en matière d'utilisation de travail. C'est une loi qui a toujours la forme d'un projet en gestation au sein du Parlement. La grève, si on prend la grève en tant que définition et la grève en réalité, en pratique, on connaît qu'une seule grève. Dans nos têtes, il y a une seule grève. C'est la grève ou c'est une grève de protestation et qui se tient en dehors des lieux du contrat, du travail. D'ailleurs, c'est la définition même qui est donnée par le dictionnaire. Arrêt total, collectif et concerté du travail, décidé par un groupement ou une collectivité de travailleurs pour faire aboutir des revendications, tout ça c'est bon, professionnelles et directes, de cet ensemble de salariés, et s'exerçant en dehors des lieux du travail. Non, il n'y a pas que cette image de la grève, il n'y a pas que ce type de grève, il y en a plusieurs. Alors on va essayer de voir quels sont ces types de grèves qui existent. Et qui sont toutes efficaces, bien sûr. Alors on peut distinguer ce qu'on appelle la grève tournante. La grève tournante, dans laquelle les divers services d'une même entreprise, ils font grève à tour de rôle. C'est pas toute l'entreprise qui se bloque, non. À chaque fois, il y a un département qui fait grève. C'est ce qu'on appelle la grève tournante. D'accord? On a la grève surprise. La grève surprise, elle est tantôt comme simple manifestation du mécontentement, tantôt comme un moyen de désorganiser la production. Il a un autre mot, cette grève surprise, on l'appelle grève de débrayage. Grève de débrayage, c'est-à-dire une grève de courte durée. C'est pour ça qu'on l'a appelée une grève surprise. Grève de débrayage ou grève de courte durée. La grève perlée. La grève perlée. Elle ne comporte pas d'interruption totale du travail, mais l'accomplissement de celui-ci se fait au ralenti, ou dans de mauvaises conditions techniques. Au lieu de mettre en marche toutes les machines, non, on met en marche quelques
quelques machines pour que le travail ne soit pas réalisé aux bonnes conditions. Grève avec occupation des usines. On l'appelle grève sur le tas. Grève sur le tas. C'est là où les grévistes se maintiennent sur le lieu du travail, au sein de l'usine. Grève sur le tas. On a la grève thrombose. La grève thrombose. Elle se manifeste par un arrêt de travail dans un atelier entraînant l'immobilisation de l'usine ou de la société. Grève thrombose. Bon, imaginez, c'est le département informatique fait grève. Le département informatique d'une banque. Imaginez, le département informatique fait grève. Alors, toute la banque sera, bien sûr, bloquée. C'est-à-dire un département qui est névralgique, qui fait grève. Dans ce cas-là, on parle d'une grève thrombose. La grève de protestation, c'est la grève qu'on connaît tous. C'est là, lorsqu'on proteste et on commence à revendiquer des trucs. Bon. Je ne peux pas vous parler de la procédure parce que c'est toujours les questions d'un projet. Très bien. Il y a une suspension par mesure disciplinaire. Suspension par mesure disciplinaire, c'est-à-dire toujours c'est dû au salarié. C'est le salarié qui a commis une faute. Et là, il s'agit d'une faute légère. D'accord? Salam alaikum. C'est une faute légère. Bien sûr, il y a une faute légère, mais c'est elle a quel numéro cette faute? On va voir ça en détail. Est-ce que c'est la première, ou la deuxième, ou la troisième? L'essentiel, quand il va arriver à un nombre de fautes légères, il y aura une suspension provisoire, ou une cessation provisoire du contrat de travail. Il y aura une suspension qui ne peut dépasser les 8 jours. Elle ne peut pas dépasser 8 jours. Je souligne cette expression-là. Il ne faut pas dépasser, la loi est claire. C'est ce qu'on appelle la mise à pied. La mise à pied ne dépasse jamais 8 jours. Je le dis et je le redis parce que j'ai déjà vu des mises à pied qui ont dépassé les 8 jours. D'accord? Et l'employé ne réagit pas. L'employé ne réagit pas pour une mise à pied qui dépasse les 8 jours. Sachant que la loi vous donne le droit de contester même si la mise à pied est d'une journée. On peut même intenter une action en justice pour contester la mise à pied. D'accord? Parce que la mise à pied elle doit être légale. Bien sûr, c'est ce qu'on voit dans plusieurs jugements rendus par les tribunaux marocains. Maintenant, on arrive à la suspension du fait de l'entreprise. On est en plein confinement, on est en pleine crise. Plusieurs salariés ont vu leur contrat suspendu. Suspendu à cause d'un virus. Et le virus, dans ce cas-là, c'est un cas de force. Pardon. C'est un cas de force majeure. D'accord? C'est un cas de force majeure. Bon, il y a d'autres cas de force majeure. Pénurie de matières premières, crise économique, passagère. On peut suspendre le contrat de travail pour ces motifs-là. Le cas de force majeure, c'est pas le code du travail qui traite le cas de force majeure, c'est le DOC, c'est le Décret des obligations et des contrats, c'est l'article 269.
Bon, un cas de force majeure, si je, je m'appuie sur la définition, je comprendrai qu'il s'agit d'un événement qu'on ne peut pas ni prévoir, ni s'en prévenir. On n'a jamais prévu le coronavirus. D'accord? Elle est là, comment s'en prévenir? On est en pleine crise économique. Le salarié, plutôt l'employeur, dans cette situation-là, a le droit de suspendre le contrat du travail. D'accord? On arrive maintenant à la cessation par licenciement. La cessation par licenciement, vous pouvez noter ça. C'est le cours de Mademoiselle Zeynep, c'est un cours du droit de travail. Cessation par licenciement, vous notez ça. La cessation par licenciement est régie par les articles de 31 à 71. De 31 à 71. Quand est-ce l'employeur peut mettre fin à un contrat de travail? Pour des motifs valables, liés à l'inaptitude du salarié. L'inaptitude du salarié, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle les 26 semaines de maladie. Quand le salarié dépasse 26 semaines de maladie. On a dit que l'employeur, dans ce cas-là, il doit contre-visiter. Il doit. C'est-à-dire, il ne va pas passer directement au licenciement, qui sera légal. Il doit, tout d'abord, contre-visiter l'employé et attendre le rapport du médecin. Si le médecin déclare qu'il est inapte, on lui donne sa lettre de licenciement. Et dans ce cas-là, le licenciement sera légal. Si le médecin déclare qu'il peut continuer à travailler, là, il n'a pas le droit de licencier. Alors, soit pour inaptitude, soit à cause de sa conduite, et là, on va vers l'article 39, qui traite des fautes graves. D'accord? Soit crise économique. Mais cette fois-ci, la crise, elle n'a pas de limite. Open. Comme celle de 2008. Alors, on a déjà vu le licenciement pour motif, pour inaptitude. Licenciement par motif disciplinaire. C'est les articles 37 et 38. Deux articles. Licenciement pour motif disciplinaire. 37, 38. Là, on parle de quoi? On parle d'une approche graduelle dans la prise des sanctions. Une approche graduelle. 1, 2, 3, 4. Approche graduelle. Avec obligation de respecter la hiérarchie des sanctions. Avec obligation de respecter la hiérarchie des sanctions. Abstraction faite du degré de gravité de la faute. Alors, on a une hiérarchie des sanctions. Sanction 1, 2, 3, 4. D'accord? C'est pas à vous, l'employeur, d'estimer la gravité de la faute commise. Non. Puisqu'il s'agit d'une faute légère, comment j'ai compris que c'est une faute légère? Il ne figure pas parmi cette liste des fautes graves. D'accord? Elle est légère parce qu'il ne fait pas partie des fautes graves. Alors, on a comme une faute légère. Si vous estimez qu'il est grave, vous n'avez pas à sauter directement vers la troisième sanction. Non.
c'est ma première faute légère, je mérite un avertissement. Ma sanction, c'est un avertissement. Deuxième faute légère. Ma sanction, c'est quoi? C'est un blâme. Tawbih. Indar, tawbih. Troisième faute légère. Deuxième blâme. Ou. Écrivez-le en gras et souligne ou. C'est pas et. Deuxième blâme ou. Mise à pied. Tout en respectant la procédure d'écoute. C'est-à-dire, il faut écouter l'employé. Il a le droit de se défendre. Quatrième faute légère. Troisième blâme. Troisième blâme. Et quoi encore? Changement. Ou. C'est pas et. Ou. Changement de service ou d'établissement tout en prenant en considération les lieux de résidence du salarié. Encore une fois, procédure d'écoute du salarié est obligatoire. Je répète. Avertissement. Blâme. Deuxième blâme. Ou mise à pied. Procédure d'écoute du salarié obligatoire. Quatrième faute légère. Troisième blâme. Ou changement de service ou d'établissement tout en prenant en considération le lieu de résidence de l'employé. C'est-à-dire, on ne va pas le ramener à un service loin de chez lui parce que dans ce cas-là, la sanction elle sera permanente. D'accord? Soyons logiques. Si je vous parle d'un cas réel, une enseignante dans une école privée a été convoquée par son employeur. Bon, je résume. Il lui a dit comme quoi vous avez insulté un collègue. Insulter un collègue, monsieur l'employeur, c'est pas une faute légère, c'est une faute grave. D'accord? L'employeur, donc, il a estimé que il a métamorphosé la faute grave en légère. Il dit, madame, puisque vous l'avez insulté, je vais vous infliger une sanction. C'est quoi cette sanction? Avertissement. Je vous parle d'un cas réel. Avertissement et mise à pied de 8 jours. La dame n'a pas signé le PV. Le lendemain, elle est allée son travail, normalement. Mais avant de partir, elle a ramené avec elle un huissier de justice qu'il a vu entrer. Il a vu entrer. À 10h, il a été convoqué par son employeur. Son employeur, il a 2 bureaux. Un bureau à l'école primaire, où elle travaille la dame, et un bureau au collège, lycée. Pour aller au collège-lycée, il faut traverser un boulevard. La dame est sortie avec son tablier. Mais avant de sortir, il a appelé un huissier de justice. Parce qu'il a appelé son avocat pour lui montrer ce qu'elle doit faire. Alors, il a appelé un huissier de justice. Quand l'employeur l'a convoqué, c'est pour lui dire pourquoi il l'a convoqué. C'est pour lui dire, madame, vous êtes sanctionnée, pourquoi vous êtes venue? Il lui a dit, moi, j'accepte pas la sanction. Parce que la sanction n'est pas légale. Soit un avertissement, soit mise à pied. Moi, c'est ma première faute légère, je dois avoir un avertissement. En rentrant, le gardien de l'école primaire a reçu l'ordre de la part de son employeur d'interdire la dame d'avoir accès à l'école primaire. Le justice a tout vu.
il a été interdit d'avoir accès. Alors là, c'est la métamorphose. Premièrement, il a droit à une seule sanction, c'est l'avertissement. Il n'a pas droit à une mise à pied. D'accord? Il a été interdit d'avoir accès à... Là, on peut considérer les choses comme étant un licenciement abusif. C'est pour cela, c'est bien de bien maîtriser le code du travail avant de prendre une décision pareille. Alors, blâme, avertissement, blâme, deuxième blâme ou mise à pied avec procédure d'écoute, troisième blâme ou changement de service, tout en prenant en considération le lieu de résidence de l'employé, procédure d'écoute. Le cumul des 4 fautes légères en 365 jours, c'est-à-dire si l'employé commet 4 fautes légères en 365 jours. Cela va donner le droit à son employeur de le licencier sans préavis. D'accord? Quand on commet 4 fautes légères en 365 jours, on est licencié sans préavis. D'accord? C'est pour cela qu'on a intégré la cessation par licenciement. On a intégré l'article 37 et 38 dans le cadre de la cessation par licenciement. Parce que si on cumule les 4 fautes légères en 365 jours, on risque le licenciement. Très bien. Bien sûr, la décision de licenciement quand il commet les fautes graves, les fautes légères en 365, les 4 fautes légères en 365 jours, ça dure une année. Vous allez remarquer, en droit, on calcule soit en semaine, soit en jour, parce que c'est plus exact. En semaine, soit en jour. Bien sûr, on donne la lettre de licenciement avec accusé de réception à la personne intéressée. Les fautes graves. Les fautes graves, on voit une liste. On voit une liste dans l'article 39. Mais, logiquement, il faut se poser la question, pourquoi on a dressé une liste des fautes graves? Pourquoi on a dressé une liste des fautes graves? Parce que la question est logique. D'accord? Un juriste, il se pose ce genre de questions. Pourquoi une liste des fautes graves? C'est comme si on se pose la question, pourquoi une liste des fautes? Pourquoi une liste des activités commerciales dans l'article 6 et 7 du Code de commerce? La réponse est simple. Parce qu'on n'a pas de définition ni de la faute grave, ni de la faute légère. Il y a deux choses, deux fautes dans le même périmètre. Deux fautes dans la même sphère. Légère et grave. La légère n'est pas définie, la grave non plus. Comment je vais distinguer entre les deux, alors qu'ils ne sont pas définis? S'il y avait une seule, pourquoi dresser une liste? Il y a une seule faute, c'est la faute grave. Non, il y a deux. Les deux ne sont pas définis. La seule solution pour l'employeur, pour le législateur, c'était de dresser une liste des fautes graves pour que les personnes intéressées comprennent que lorsqu'une faute ne figure pas parmi la liste dressée par le législateur dans l'article 39, c'est une faute légère. Ça devient automatique. D'accord? Quelles sont ces fautes légères? Plutôt, quelles sont ces fautes graves? La condamnation par jugement définitif et privatif de liberté pour un délit lié à l'honneur, la confiance ou de bonnes mœurs. J'aimerais bien mettre l'accent sur
la condamnation par un jugement définitif, hukm nihai, et privatif de liberté. C'est-à-dire, il y a un emprisonnement ici. Premièrement, il y a un jugement définitif, hukm nihai, mais ibtida'i, c'est pas en premier ressort, ça c'est en dernier ressort. Pas d'appel. D'accord? On a épuisé tous les recours. Maintenant, le jugement est définitif. Et, c'est pas où, est privatif de liberté. C'est pas avec sursis. D'accord? C'est pas avec sursis. ماشي مع وقف التنفيذ. Alors, dans le cas contraire, je risque pas le licenciement. Quand le jugement n'est pas définitif, il ne faut pas se précipiter. Et il faut que ça soit privatif de, la sanction soit privative de liberté. Je dois être emprisonné pour que je sois licencié, pour que le licenciement soit légal. Très bien. La divulgation des secrets professionnels ayant porté préjudice à l'entreprise. Bien sûr, un secret dans les contrats de travail, il y a toujours un engagement de la part de l'employé de ne pas divulguer les secrets professionnels de l'entreprise. Un secret professionnel de l'entreprise qui porte préjudice, à l'entreprise, c'est une faute grave, synonyme d'un licenciement, d'accord, légal. Le fait de commettre à l'intérieur de l'entreprise ou pendant son travail. C'est pas la même chose. Hein? Le fait de commettre à l'intérieur de l'entreprise ou pendant son travail. Pendant mon travail, je suis en train de travailler. Je suis dans mon bureau. D'accord? Je commets la faute grave. Ou à l'intérieur, je peux ne pas être dans mon bureau. Je peux être ailleurs en déplacement. Et je peux commettre une faute grave. D'accord? Ou à l'intérieur, je me déplace de mon bureau vers un autre et durant l'itinéraire que j'ai adopté, pendant ce temps-là, j'ai commis une faute grave. Alors, soit à l'intérieur, soit pendant son travail. Et pendant son travail, ça pourrait bien être à l'intérieur de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise en cas de déplacement. Quels sont ces actes qui sont qualifiés de faute grave? Le vol, l'abus de confiance, l'ivresse publique, la drogue, l'agression physique, les injures graves. Tout à l'heure, le monsieur, il disait que la dame, il a insulté un collègue. Les injures graves font partie des fautes graves. Le refus d'exécuter sans motif valable un travail entrant dans les attributions du salarié. Ça nous fait rappeler quelque chose. Quand on a parlé du contrat de travail, on a dit qu'il se compose de 3 éléments. Premier élément, la prestation. Deuxième élément, le salaire. Troisième élément, la subordination. Et on a dit qu'il y a 2 types de subordination. Subordination économique, c'est-à-dire quand l'employeur déclare faillite, il perd un poste, il perd un travail. Alors il dépend économiquement de son employeur. Il y a la subordination juridique qui veut dire que si l'employeur donne un ordre à son employé, bien sûr qui entre dans le cadre de son travail, il n'a pas le droit de le refuser, il n'a pas le droit de le rejeter parce qu'il commet une faute grave qui va permettre à son employeur de le licencier à son problème. L'absence sans motif valable. L'absence sans motif valable. Là, il n'y a pas d'absence répétitive.
On a même précisé l'absence sans motif valable pour une durée de dépassant dans la même année, en 365 jours, 4 jours ou 8 demi-journées. 4 jours ou 8 demi-journées. Si on s'absente 4 jours et 8 demi-journées, on dépasse les 4 jours et les 8 demi-journées en 365 jours, là on commet une faute grave. Attention, si l'employeur ne vous dit rien, si vous vous absentez sans motif valable, parce qu'il peut, ça se peut à ce qu'il est en train de calculer les jours. Le fait d'avoir intentionnellement, ou par négligence, grave, compromis la sécurité des autres travailleurs ou des locaux du travail. Alors il y a une négligence de la part de l'employé. Le fait de commettre une faute ayant causé un dommage important à l'employeur. La non-observation des prescriptions relatives à la sécurité ayant entraîné des dommages importants. Ça, on en a parlé, on a dit que l'employeur il a une obligation de résultat en matière d'hygiène et de sécurité. C'est pour cela qu'il essaie de décliner sa responsabilité et d'afficher des trucs en relation avec l'hygiène, avec la sécurité, et c'est à vous de la respecter pour que lui ne soit pas responsable. Lui, il a tout fait pour que vous ne soyez pas touché à ce niveau-là. Incitation à la débauche, tahrid al-fasad. La violence et l'agression physique en général, même si l'article 39 il précise les personnes contre l'employeur, son représentant ou un travailleur, parce que, quel que soit afin d'entraver le bon fonctionnement de l'entreprise. Dans ce alinéa-là, dans ce paragraphe, ce que j'aime, c'est la dernière phrase. La violence et l'agression physique contre l'employeur, son représentant ou un des travailleurs, afin d'entraver le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire, si vous commettez une chose pareille, une agression contre l'employeur ou un travail, cela a une seule explication. Cela a une seule explication. Votre acte avait comme objectif d'entraver le bon fonctionnement de l'entreprise. Vous n'avez pas expliqué pourquoi vous avez fait ça. Non, déjà le législateur, il t'a épargné d'expliquer. Vous avez fait ça, vous avez agressé l'employeur, vous avez agressé un travailleur, vous avez agressé le représentant de votre boss pour entraver le bon fonctionnement de l'entreprise. Le licenciement pour motif économique. Là, la crise est colossale. Mais ce qui a été changé par rapport à l'ancien code, c'est la durée pour avoir la réponse des autorités ou du gouverneur, ce qu'on appelle l'autorisation administrative. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas procéder à un licenciement pour motif économique sans respecter une procédure prédéterminée par la loi. D'accord? Alors, c'est quoi cette procédure? Tout d'abord, il faut constituer un dossier où il y a toutes les pièces justificatives. Il faut justifier le recours à ce licenciement pour motif économique. Il faut que cela soit bien justifié. Vous déposez le dossier auprès de monsieur le gouverneur.
le gouverneur a 2 mois pour vous répondre. Il a 2 mois pour vous répondre. Question qui se pose toujours. S'il ne répond pas en 2 mois, s'il ne vous répond pas en 2 mois, son silence vaut accord. Son silence, il vaut accord. S'il ne vous parle pas, si vous ne vous envoie rien, ça veut dire son silence est équivalent à un accord. Très bien. Dans un premier temps, les représentants du personnel ou le comité d'entreprise, si l'entreprise a plus de 50 salariés, ils sont consultés 1 mois avant la décision de licenciement. D'accord? 1 mois avant que l'employeur prenne la décision de licencier des salariés, il doit consulter les représentants ou le comité d'entreprise, si l'entreprise se compose de plus que 50 salariés. Écoutez ça, sous peine de nullité de la démarche. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette étape dans la procédure de licenciement pour motif économique, le licenciement est nul. Le licenciement est nul. Le licenciement n'est pas légal, si c'est le cas. Il faut consulter les représentants des salariés ou le comité d'entreprise 1 mois avant la prise de décision. En deuxième temps, l'employeur doit, dans le cadre de licenciement collectif, pour des raisons économiques, solliciter l'autorisation administrative. On en a parlé, c'est-à-dire l'autorisation du gouverneur. La demande doit comporter un certain nombre de pièces justificatives. Alors, bien sûr, les personnes touchées par ce licenciement, ils doivent avoir des indemnités. Le personnel régulièrement licencié doit recevoir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement. D'accord? Ça, le licenciement est légal. Indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, on a un barème. On a un barème, on va le voir. Je parle d'un licenciement légal. Si le licenciement n'est pas légal, outre ces indemnités-là, il aura 1 mois et demi de salaire fois le nombre d'années d'ancienneté. 1 mois et demi de salaire plus ces indemnités qu'on vient de voir. Qu'on a Oui, il a le droit de licencier, à condition que cela soit justifié. Les indemnités de licenciement. Je vous donne le barème quand le licenciement est légal. 96 heures de salaire pour la première période de 5 à 10 ans. De la première période de 5 ans. 5 ans, il aura 96 heures, x 5. 144 heures pour la période de 6 à 10. 192 heures de la période de 11 à 15. Ce qui est nouveau dans le nouveau code, c'est cette individu de 140 heures pour la période de 15 et plus. D'accord. D'abord, c'est ce qu'on appelle le barème pour l'indemnité légale. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'indemnité conventionnelle. C'est c'est lorsque l'employé et l'employeur se mettent d'accord sur un montant sans passer par les tribunaux, on gagne du temps et on gagne de l'argent. Avant de clôturer, c'est pour cela que le législateur a refusé
a refusé le dépôt de la démission, ou quelqu'un qui prétend avoir déposé sa démission pour motif, le motif c'est quoi? C'est une violence pécuniaire. Ça veut dire qu'il lui a donné de l'argent pour le pousser à démissionner. Ça n'existe pas en droit de travail. Parce que personne ne peut trancher est-ce qu'il s'agissait d'un licenciement, un licenciement plutôt une indemnité conventionnelle. Ça veut dire un licenciement qui était conventionnel. Les deux parties se sont mises d'accord sur le licenciement. Quand il est question d'un licenciement abusif, bien sûr, c'était oui, ça existe en réalité, malheureusement. Oui, je sais. Indemnité pour licenciement abusif. C'était ça le souci majeur du législateur quand il a établi le nouveau code. On l'a dit la semaine dernière, c'est que priver le juge de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer l'indemnité. Maintenant, le juge il a un seul rôle, c'est de dire est-ce que le licenciement était abusif ou pas. Si le licenciement est abusif, il y a un calcul qu'on peut faire. 1 mois et demi de salaire brut, c'est pas net. 1 mois et demi de salaire fois le nombre d'années d'ancienneté avec un plafond de 36 mois, c'est-à-dire 24 ans. On ne peut pas être indemnisé au-delà de ce plafond-là, même si on travaille 30 ans. On travaille 30 ans, on va être indemnisé sur la base de 24 ans. 1 mois et demi de salaire fois le nombre d'années d'ancienneté. Je vous remercie infiniment. À la prochaine, Salah Marahim, Ramadan Karim, Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup.